Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger en co-animation à l'émission Côte-Nord Attitude. Bonjour Tommy. Salut Jean. Hey, c'est assez exceptionnel, hein? J'ai pas vu ça souvent, c'est-il? 3 conférences de presse, 4 en moins de 24 heures. C'est ça, il y en a d'autres à venir. Là. Il y en a encore 2 cet après-midi. Ce matin, il y avait une conférence de presse pour nous divulguer un peu les activités concernant la Journée internationale des femmes. Ça se passait au bureau de la CSN sur la rue Brochu à Sept-Îles, mais il y a vraiment plusieurs organismes du milieu qui sont associés à ça. On va rendre hommage à quelques femmes. Chantal Côté de la CSN Côte-Nord et Mylène Bertrand de la Maison des femmes de Sept-Îles seront avec nous là vers midi 25, midi 28 minutes pour nous en parler. Il y avait aussi un point de presse de la CNESST. Ce matin, on a rendu public les conclusions de l'enquête sur l'accident mortel au chantier Romaine en août 2016. Là, c'est pas le plus récent, c'est pas celui de Luc Arpin, c'est celui d'un monsieur Proux, si je me souviens bien, un homme de Rimouski, qui travaillait pour Projexco SEMA. Il a perdu la vie lors d'une opération de déchargement d'un camion. L'inspecteur au dossier à la direction Côte-Nord de la CNESST s'appelle Carl Ouellette. Il sera avec nous dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes à notre émission. Également, on va parler de la Chambre de commerce. J'ai croisé ce matin le futur directeur général, Paul Lavoie. Il n'a pas voulu venir nous voir ce midi parce qu'il n'est pas encore à l'emploi de la Chambre de commerce. Mais Dominique Girard, il est toujours à l'emploi de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Elle sera avec Nancy Méthode de Développement économique Sept-Îles pour venir nous parler du 27e Gala des entreprises. Les PME, les organisations performantes là, sont invitées à soumettre leur dossier de candidature. Hein, dans la dernière année, ça n'a pas été l'année la plus prospère économiquement. Non, on a eu des bonnes nouvelles quand même. Il y a eu des bonnes nouvelles. Il y a des airs de reprise dans l'air là et justement on va parler de tout ça avec ces 2 personnes du milieu économique à Sept-Îles. Et en fin d'émission, on parle avec une oncologue de Rimouski, Tommy. Exactement, une hémato-oncologue de Rimouski qui s'inquiète là, des impacts du projet Optilab. Donc non seulement dans la région ici, mais on voit que ça commence à avoir des échos ailleurs. Cette docteure mentionne là, que il y a certains patients dont il s'occupait, principalement du côté de Bécomo. On verra avec elle s'il y avait également là, des patients du côté de Sept-Îles, mais c'est sur la Côte-Nord, là, ça touche tout le monde. Donc des patients de Bécomo qui étaient soignés à Rimouski, que les analyses étaient faites également dans les laboratoires de Rimouski, qui seront maintenant transférés à Chicoutimi. Eux ont rien contre Chicoutimi, mais là c'est un lien entre médecins et patients qui est complètement brisé et ça fait 25 ans. Et la cassure se fera très drastiquement. Eux ont proposé certaines alternatives au gouvernement qui a rejeté ces propositions du revers de la main. On verra avec elle là, tout l'impact là, qu'aura le projet Optilab sur l'ensemble de l'Est du Québec. On sait que le ministre Pierre Arcan est chez nous. Demain, il donne une conférence de presse concernant le réseau de la santé. On verra s'il va parler d'Optilab, là, conférence de presse. Si lui, il en parle pas, nous, on va en parler. Ouais, c'est ça. À 8h demain matin, monsieur le ministre qui nous a convoqués. Et il y a aussi une conférence de presse au musée cet après-midi. Voilà. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'actualité régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, plusieurs femmes de Sept-Îles et Maliotenam seront honorées lors d'un 5-8 à la Maison Alouette dans le cadre de la Journée internationale des femmes le 8 mars. Michel Audette, José Leblanc, Lorraine Richard, Claudette Villeneuve, Huguette Jourdain, Daniel Langlois et l'ensemble folklorique Tam Tidelam qui proposait un spectacle sur la diversité corporelle cette année. Tous ces gens recevront des méritas. La Journée des femmes se déroule sous le thème « L'égalité sans limite ». Les organisatrices estiment que même si des progrès ont été réalisés sur le plan des conditions de vie des femmes et dans les milieux de travail, elles constatent que l'égalité n'est pas chose acquise partout sur la Côte-Nord. Elles critiquent notamment l'impact des mesures d'austérité, la violence envers les femmes, surtout les femmes autochtones, l'iniquité salariale et la privatisation des services de garde
à l'enfance. La CSN Côte-Nord, l'Association des retraités de l'enseignement, la Maison des femmes de Sept-Îles et les organismes À la Source, Calac-la-Pointe du Jour et Femmes aux 80 s'associent pour l'organisation des activités du 8 mars. Paul Lavoie quitte Développement économique Sept-Îles et devient directeur de la Chambre de commerce. Le président du conseil d'administration de la Chambre, Steve Chapadeau, estime qu'il a recruté un homme compétent pour ses qualités de gestionnaire, sa connaissance des dossiers économiques de la région et sa vision évolutive du développement. Paul Lavoie travaille dans le domaine de l'économie et de l'entrepreneuriat jeunesse depuis 10 ans. Il agissait comme conseiller à l'expansion des PME pour Développement économique Sept-Îles. Il a aussi été directeur du Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis. Il détient un baccalauréat en psychologie et un certificat en psychologie organisationnelle. La Chambre de commerce de Sept-Îles regroupe 460 membres. C'est sur 3 jours, la tournée de Pierre Arcan sur la Côte-Nord. Il est ministre responsable de notre région. Hier, il était du côté de Bécomo. Il a fait 2 annonces en particulier. Là, il sera à Sept-Îles demain. Il réalise, il est à Sept-Îles aujourd'hui, donc cet après-midi, une subvention au musée régional de la Côte-Nord. Et demain matin, on aborde le dossier du réseau de la santé. Le ministre, hier, a lancé le chantier de prolongement de la rue du Labrador à Bécomo. Le tronçon routier de 1,1 km construit au coût de 4 millions de dollars s'effectue dans le tracé de la future route, nouveau tronçon de la route 389. Le projet de route favorise l'implantation de l'usine de minerai de l'entreprise Mason Graphite. La Société du Plan Nord verse une contribution de 3,5 millions de dollars. 4 usines de pêche de la Côte-Nord se partagent près de 240 000 $ en subvention pour implanter un système de traçabilité des produits marins. Le nouvel outil de commercialisation permettra aux consommateurs de savoir à quel endroit le poisson ou crustacé a été capturé et dans quelle usine il a été transformé. L'usine du groupe Umec à Sept-Îles reçoit ainsi 47 500 $. Les autres usines de la région subventionnées sont situées à Havre-Saint-Pierre, Longue-Pointe-de-Mingan et Portneuf-sur-Mer. Le processus de traçabilité fournit aussi des renseignements sur la méthode utilisée par les pêcheurs et lors de la transformation. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Laurent Lessard, accompagnait le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, ce matin pour cette annonce à Bécomo. C'était hier, hein? C'était hier que ça s'est fait. Hein? Donc, les consommateurs sont plus exigeants et cherchent des produits issus d'une exploitation durable, selon le ministre Lessard. La traçabilité va permettre d'accroître la confiance des consommateurs envers les produits marins de la Côte-Nord, croit-il. Tommy, toi qui es un sportif, as-tu déjà participé aux Jeux du Québec? Oui! Hein? Ben oui, en baseball, en 1999, et c'était à Alma en plus, donc des beaux souvenirs pour moi. Eh ben, la délégation de la Côte-Nord, là, cette année, il n'y en a pas de médaille, le premier bloc est terminé. Par contre, on a remporté 4 bannières d'esprit sportif. On est bon là-dedans sur la Côte-Nord. Donc, aucune médaille au premier bloc de compétition des Jeux du Québec d'Alma. Nos athlètes en curling masculin, c'était 5 jeunes de Sept-Îles. En hockey féminin, il y avait beaucoup de monde de Sept-Îles aussi. En patinage de vitesse, des dames de Bécomo surtout, et en ski de fond, encore là une délégation de Sept-Îles et Bécomo, tout ce beau monde s'est distingué pour l'éthique sportive, 4 bannières d'esprit sportif pour la Côte-Nord. L'équipe de hockey féminine de la Côte-Nord a remporté une belle victoire hier en fusillade contre l'Est du Québec après avoir subi 2 défaites plus tôt dans le tournoi. C'est au 16e tour de tir de barrage. Il y avait de l'émotion, hein, j'ai vu une vidéo là, wow. Extraordinaire. Pour une équipe qui finalement se termine 17e. Mais Amy Parisé-Tremblay, la Sept-Îlienne, a marqué le but là, qui a mis fin au match. La gardienne de Sept-Îles, Daliane Thibault, s'est particulièrement distinguée. Là. Elle a donné un seul but dans les 16 tirs de barrage de l'adversaire. Malgré l'absence de médaille, le chef de mission de la Côte-Nord, Philippe Lebreu, est fier du travail de nos jeunes athlètes. Une mission que je me suis donnée, en fait, comme chef de mission, c'est pas nécessairement mettre de la pression supplémentaire sur les jeunes, mais on aime ça juste qu'ils performent du mieux qu'ils peuvent. On veut aller chercher toujours le maximum. Si les jeunes, se surpassent eux-mêmes, moi, j'aimerais mieux savoir qu'on a 28 athlètes qui ont dépassé leur record personnel que de savoir que, finalement, la délégation a gagné une médaille de plus que la finale d'avant.
Au deuxième bloc de compétition, les athlètes en nage synchronisé, en badminton, judo, ringuette et hockey masculin, entre autres, prendront la relève sur les sites de compétition à Alma. L'autobus des athlètes de la Côte-Nord a quitté avec ceux du deuxième groupe à 6h30 ce matin de cette île. On faisait la ronde de l'aile, on arrêtait dans toutes les villes et villages où il y a des membres de cette délégation pour se rendre à Alma, et le même autobus ramène ce soir les athlètes du premier bloc qui sont quand même en semaine de relâche, comme un peu tout le monde. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. On reçoit l'inspecteur de la CNESST, Carl Ouellette, concernant un accident mortel au chantier Romaine en août 2016, dans quelques instants. Attitude. Vous cherchez un emploi stable, un environnement de travail stimulant et des conditions concurrentielles? La Ville de Sept-Îles offre actuellement un poste de plombier dont les principales responsabilités consistent en l'installation, l'entretien et la réparation des systèmes de plomberie et de chauffage dans les différents édifices municipaux. Si vous possédez une formation et de l'expérience en plomberie, êtes autonome, dynamique et valorisez le travail en équipe, vous êtes peut-être la personne que l'on cherche. Consultez dès maintenant la description complète de l'offre et postulez en ligne au www.ville.7-qc.ca/emploi. Aïe aïe, Sophie, t'as des paparazzis qui te suivent. Ben oui, toi. Madame, vous êtes radieuse. Quel est votre secret? Ouais, je suis ta meilleure amie. Oh, tu me croiras jamais. Dis-le donc. Je me suis offert des soins du visage, un lifting sans chirurgie, j'ai peaufiné ma silhouette, je me suis réinscrite au gym et je me suis fait faire une coiffure de star. Seigneur, ça a dû te coûter un bras. Ben non, regarde, j'ai encore mes 2 bras grâce à la boutique Attraction. T'as plein d'offres à 50% du prix partout à travers le Québec. Toutes les femmes en rêvent et moi, j'en fais une réalité. Boutiqueattraction.com. 100% plaisir pour 50% du prix. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, on va parler d'un accident de travail survenu au chantier Romaine. Faut bien mettre en contexte, là, on parle de l'accident du mois d'août 2016. Ce matin, la CNESST, la direction Côte-Nord, a rendu public les conclusions de son enquête sur l'accident mortel de août 2016. C'est un travailleur de Projexco SEMA qui a perdu la vie lors d'une opération de déchargement d'un camion. Oui, avec nous, donc, Monsieur Carl Ouellette est inspecteur. Il a fait le travail donc pour la direction Côte-Nord à la CNESST. Bonjour, Monsieur Ouellette. Bonjour, monsieur. Monsieur Ouellette, peut-être d'abord expliquer le but là quand on fait une enquête comme ça. Le premier but, je pense, de la CNESST, c'est de s'assurer que ça arrivera pas 2 fois, que ça se reproduira plus de la même façon. Là, c'est un peu ça, hein? Effectivement, on fait une enquête, on base notre enquête sur des faits, donc le but est de déterminer des causes et de publier ces causes-là. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a commencé par une conférence de presse et maintenant, je suis avec vous en entrevue. Donc, c'est survenu en août 2016. Peut-être nous rappeler un peu le contexte. Là, c'était Projexco SEMA, c'est une entreprise qui était à contrat pour Dexter, qui avait le contrat principal de la construction de la route vers pour le futur chantier Romaine 4. Et c'est tout près d'un pont que l'accident est survenu là, lors du déchargement d'un convoi de matériaux finalement. Voilà, comme vous disiez, Dexter Québec avait donné à contrat à Projexco SEMA la construction de 2 ponts. L'événement est arrivé à la construction, au site de la construction d'un de ces 2 ponts-là. Donc, le matin de l'accident, Monsieur Alex-Antoine Proux, s'affairait au déchargement de pièces d'acier destinées à la construction de ce pont. Mm-hmm. Donc, positionné sur la charge du semi-remorque, il guidait un collègue aux commandes d'un chariot élévateur. Donc, lorsqu'est venu le temps de décharger un emballage, des pièces d'acier voisines se sont renversées. Et comme le travailleur était relié à une de ces pièces, il a été entraîné au sol d'une hauteur de 2,75 mètres. Mm-hmm. Donc ça donne pas de chance. Vous avez utilisé l'expression catapulqué au sol ce matin en conférence de presse. Ça a dû frapper dur quand même là. Même si c'est moins de 3 mètres, il était comme attaché à des choses très pesantes, là, très lourdes. Là. Voilà, c'est pas une chute, juste une chute. C'est vraiment le fait que son harnais de sécurité était relié à une de ces pièces-là. Comme la pièce est très lourde, en basculant, il a été
tiré, comme je l'ai dit, comme vous l'avez répété, catapulté. Dans le fond, vous avez identifié 2 causes qui expliquent l'accident. La première, c'est peut-être que la personne n'aurait pas dû se retrouver au-dessus là, sur les matériaux, hein? Effectivement, la cause proprement dit, le déchargement improvisé d'un camion semi-remorque à l'aide d'un chariot élévateur muni d'une flèche à crochet provoque la chute de pièces d'acier. L'autre cause, c'est la pièce d'acier proprement dite à laquelle le travailleur était relié, chute au sol et l'entraîne d'une hauteur de 2,75 mètres. Faut mentionner que l'incident est arrivé le 16 août 2016. On présente le rapport ou les finalités du rapport aujourd'hui, mais entre tout ça, il y a des actions, il y a des choses qui ont été faites. Là, vous n'avez pas attendu jusqu'à maintenant avant de faire des recommandations et de demander des modifications sur les pratiques. Non, effectivement, aussitôt que l'événement est arrivé, nos inspecteurs ont rendu une décision sur place interdisant le déchargement de la semi-remorque en question sans l'utilisation d'un point d'ancrage conforme. Ensuite, un autre rapport a été émis le 13 octobre 2016 à l'entrepreneur Projexco SEMA avec un avis de correction et 4 dérogations précisément. Donc, l'une de ces dérogations-là demandait de traiter, c'est-à-dire l'organisation du travail en ce qui a trait à la qualité du terrain. Okay. Et les 3 autres, c'était des dérogations en ce sens que l'employeur n'appliquait pas son propre programme de prévention en 3 points, c'est-à-dire qu'il n'avait pas élaboré de procédure de travail proprement dite pour le levage de la pièce en question. Et que la conformité des points d'ancrage et aussi le fait de ne pas prioriser les travaux à partir du sol. Vous avez parlé ce matin d'improvisation. Elle était où exactement? C'est parce que ça s'est pas passé comme prévu, hein? C'était 6 ballots sur un camion remorque et il y en a 2 qu'on a cru attachés ensemble. Donc, on a changé la méthode à dernière minute. C'est pour ça que vous parliez d'improvisation? Voilà, il y avait 5 emballages à descendre, donc les 3 premiers emballages ont été descendus avec des fourches régulières d'un chariot élévateur, des fourches de 4 pieds de longueur. Donc, comme vous le dites, ils ont perçu 6 pièces d'acier comme un seul et même emballage. Donc, comme c'était pas possible avec les fourches de 4 pieds, ils ont été chercher des fourches de 2,4 mètres de longueur. Ça aussi a échoué, en sens que les fourches étaient trop larges et coinçaient entre les goujons d'acier soudés au poutre en dessous. Donc, c'est à ce moment qu'ils ont convenu, les travailleurs, ensemble, d'aller chercher une flèche de levage et des chaînes. Et lorsqu'ils ont commencé à élinguer la pièce du côté gauche, ils se sont rendus compte finalement que c'était 2 emballages distincts. Et ils ont quand même poursuivi avec cette dernière méthode, donc les chaînes et la flèche de levage. Et aussitôt que le levage a été amorcé, une de ces chaînes s'est coincée sur les goujons d'acier soudés au poutre en dessous. Donc la levée a bloqué. Le travailleur a poussé avec ses mains pour débloquer la charge. Et c'est ce qui a provoqué le renversement des pièces voisines et par le fait même, étant donné qu'il était attaché à une de ces pièces-là, il était entraîné au sol. Cette personne malheureusement décédée, là, c'est Alex-Antoine Proulx. C'était quelqu'un de Rimouski à l'emploi au service de Projexco SEMA. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de chance. Hein. Il a même essayé. Je pense qu'il y a comme 3 choses qui ont fait que tout a balancé. Lui-même a essayé un peu là, de se déprendre, si je puis dire. Je crois pas, non. Les conclusions de l'enquête ne nous ont pas permis d'arriver à ces conclusions. Il a plutôt été surpris par la chute de la pièce qui l'a entraîné. Il n'y avait aucune chance. Mm-hmm. Les personnes autour non plus pouvaient éviter ça. Hein? C'est un peu ce qu'on conclut. Absolument. Dans des travaux comme ceux-là, particulièrement sur un chantier comme celui-ci, vous le dites, bon, ils ont essayé plusieurs techniques là, avant d'arriver à celle tragique. Faut s'adapter parfois à certaines situations. Donc, vos recommandations, comment on peut s'assurer que lorsqu'on fait des recommandations comme celle-ci, elles vont servir vraiment dans le futur à empêcher certaines problématiques comme ça quand on arrive parfois puis qu'on doit se débrouiller un petit peu à l'improvisation, à l'improviste?
Ben c'est le but de la journée d'aujourd'hui. On commence par une conférence de presse. On veut diffuser les conclusions de notre enquête pour que justement toucher un maximum de travailleurs, d'employeurs et s'assurer que ce genre de travaux de déchargement ou de chargement soit effectué de façon sécuritaire. Qu'il y a une deuxième réflexion là, lorsque les gens arriveraient dans une situation comme ça, feraient hey, c'est vrai, il est arrivé quelque chose, faudrait peut-être vérifier une deuxième fois. Absolument. Okay. Donc, il faut prioriser le travail à partir du sol. Et si toutefois, c'est pas possible, ben, élaborer une procédure de travail sécuritaire pour faire l'activité en question. Mm-hmm. Il y a, en fait, on se demande toujours c'est qui le coupable. Il y a comme 3 entreprises là-dedans. Là. Il y a l'employeur direct qu'on a nommé. Il y a aussi Dexter qui était responsable de ce chantier de construction de route qui inclut un pont là. Et il y a Hydro-Québec qui est maître d'œuvre. Il y aura une suite à votre enquête. Il y a des juristes qui regardent la possibilité d'émettre des constats d'infraction, c'est ça? Absolument. Présentement, la direction des affaires juridiques à la CNESST étudie présentement la possibilité d'émettre un ou des constats d'infraction aux 3 entités que vous venez de nommer. OK. Je sais que, ce matin, on nous a bien dit de parler de seulement de ce cas-là. Là. C'était l'objet de la conférence de presse et l'objet de l'entrevue, mais il y a quand même eu 4 décès au chantier Romaine et ça a soulevé certaines questions. Est-ce que on essaie de faire vite? Est-ce qu'il y a des primes quand on réussit à réaliser les travaux à l'intérieur de l'échéancier prévu? Vous n'avez pas senti là, qu'il y avait de la négligence ou ce genre de choses, là, de vouloir accélérer un chantier, quitte à laisser de côté la sécurité? Non, et c'est aucunement le but d'une enquête d'accident mortel. Le but n'est aucunement de viser un coupable ou de blâmer quelqu'un. Le but est vraiment d'attirer l'attention sur les causes de l'accident et prévenir ce genre d'accident. Et ça, ce sera les juristes, là, s'il y a des infractions, c'est leur rôle à eux de donner des constats d'infraction à ceux qui jugent coupables? Effectivement, c'est notre direction des affaires juridiques qui vont déterminer s'il y a place à constat d'infraction et si toutefois il y a contestation de ces constats, ben c'est la Cour du Québec qui tranchera. En terminant, le décès est survenu en août 2016. Faut prendre le temps de bien le faire. D'ailleurs, je regrette qu'on soit à la radio parce qu'il y avait des éléments visuels à la conférence de presse ce matin. T'as mis le rapport entre les mains, il y a des bonnes photos, mais il y avait même un genre de, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, là, animé. Là, on a essayé de reconstituer une simulation animée. C'était très 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 bien. C'est peut-être disponible avec le rapport là pour les personnes les plus concernées, mais c'est dans les délais. Hein? Luc Arpin, lui, qui est décédé en décembre dernier, on devrait avoir quelque part au début de l'automne. Généralement, faire une enquête, en arriver à la conférence de presse, ça prend 6-8 mois. C'est pas mal ça, hein? Oui, effectivement. C'est, je dirais, presque jamais en dedans de 6 mois. Donc, on est en cours d'enquête et ça suit son cours. Eh bien, Monsieur Carl Ouellet, je rappelle que vous êtes inspecteur à la direction Côte-Nord de la CNESST. C'est quoi le NE déjà? Les SST ont tellement habitué. Santé, sécurité au travail? La Commission des normes de l'équité. Ah, d'accord. De la santé et de la sécurité au travail. Ah, ben, fallait laisser à quelqu'un de la place, là. Nommé au complet. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci à vous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. La salle de spectacle Jean-Marc Dion, en collaboration avec le théâtre en tournée Les Voyagements, vous présente le jeudi 2 mars à 20h le long voyage de Pierre Guibé. Après le succès des 3 exils de Christian E., pièce coup de cœur débordante d'humanité, le duo de créateurs Philippe Soldevilla et Christian Essiambre signe avec Pierre-Guy Blanchard, compositeur, percussionniste et conteur, une seconde fiction biographique aux couleurs acadiennes. Ensemble, ils nous convient à une odyssée introspective et échevelée sur le territoire de l'amitié. Une ode à l'intégrité et au refus du confort engourdissant autour de la vie tumultueuse du lumineux Pierre Guibé. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle est présente pour vous sur Facebook. Ici Daniel Potvin, je vous guide tout au long de votre avant-midi avec des bonheurs simples de la vie. Musique, souhait du jour, marché aux puces, communiqué des organismes, entrevues, menu du jour et autres trouvailles. Du lundi au vendredi, dès 9h, à Pure FM. Côte-Nord. Attitude.
Pur FM 94.1. Tommy, on va parler maintenant de mercredi prochain. On a un beau rendez-vous, un 5 à 8, c'est le 8 mars, mercredi prochain. Et depuis plusieurs décennies, le 8 mars, on souligne la Journée internationale des femmes. Pour nous en parler, Chantal Côté de la CSN Côte-Nord et Mylène Bertrand de la Maison des femmes de Sept-Îles. Bonjour, bienvenue mesdames à Côte-Nord Attitude. Bonjour. Ce matin, une conférence de presse intéressante. On a d'abord appris qu'il y a plein de femmes d'ici qui vont être honorées jeudi, mercredi prochain dans le cadre de ce 5 à 8. Ça se déroule au Moxie, là, la maison Alouette sur la rue de Dequin, de 5h à 8h, bien sûr. Entre autres, Michel Audette, José Leblanc, la députée Claudette Villeneuve en environnement. C'est nouveau, quoi, on va remettre des méritats, si j'ai bien compris. Oui, en fait, on essaie de varier à chaque année le genre d'activité. On change la formule, On change la formule. Et là, cette année, c'est une idée qui est venue au niveau d'une de nos membres du comité du 8 mars, Madame Suzanne Giguère de l'AREC, qui, lors du spectacle de la troupe Samedi le Dame, elle s'est dit pourquoi pas ne pas le faire, puis en même temps, elle s'est inspirée aussi des pages qui avaient été faites à travers votre journal. Fait que elle s'est dit pourquoi pas ne pas lancer cette belle opportunité-là. En tout cas, ça a été bien fait parce que moi, je dois vous dire, là, on va toutes les nommer, les dames, là. Vous avez fait une sélection de personnes vraiment qui ont une très grande valeur. Nous, on est journalistes, on est dans les médias depuis quelques années, Tommy, là, puis c'est des gens qu'on aurait honorés sans problème, là. Je pense à Michel Audette qui va d'ailleurs quitter ses fonctions à la commission là fédérale sur les Autochtones pour venir à cet événement-là. José Leblanc, c'est la boutique Agara qui a fait ses fameuses bottes de solidarité, entre autres. Ouais. La députée Lorraine Richard, c'est une femme puis elle s'implique dans beaucoup de dossiers aussi liés à la condition féminine. Claudette Villeneuve, pour entre autres, elle a créé le Conseil régional de l'environnement, la Corporation de l'environnement de Sept-Îles, elle lui a donné naissance. Huguette Jourdain et Danielle Langlois pour leur travail au niveau de la création, et ce sont les fondatrices de notre nouvelle friperie à Sept-Îles. C'est des femmes très impliquée dans le communautaire depuis plusieurs années. Et surprise, Tanti Delam pour son spectacle sur l'image corporelle. Bon choix, mesdames. Bien, merci. C'est une belle brochette. Puis les gens honnêtement, ont répondu, mais généreusement, puis de bon cœur à notre invitation. Je pose toujours la question, lorsqu'on parle de femmes, de journée de la femme, de reconnaissance envers les femmes, est-ce qu'il y a des hommes qui travaillent dans ces comités-là? Est-ce qu'il y a des hommes qui s'impliquent à l'avancement de la cause de la femme? On n'a pas d'hommes à l'intérieur de notre comité. Par contre, nos activités sont ouvertes aux hommes. Mm-hmm. On souhaite d'ailleurs la participation des hommes parce qu'on considère qu'ils font partie de la solution pour en arriver à une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Donc, pas d'hommes qui sont exclus. Ils peuvent venir nous voir mercredi prochain à notre activité. Ils sont les bienvenus. Génial. Les hommes sont bienvenus, mais il y a une bière gratuite pour les dames seulement. C'est quand même la journée de la femme. Alors, on a pensé aux dames d'abord. Je voyais quand même dans le communiqué, ce qu'on dit, grosso modo, c'est que oui, il y a eu du progrès, mais il y a encore du chemin à faire dans plusieurs domaines. On pense aux femmes autochtones ici, là, la violence envers les femmes, la violence conjugale. On est encore parmi les champions, malheureusement, au Québec, et c'est souvent la femme qui en est victime. Peut-être là où ça s'est le plus amélioré, c'est au niveau des milieux de travail, mais il y a encore une équité salariale dans certains endroits. Là. Oui, au niveau du salaire, justement, il y a encore l'équité salariale n'est pas tout à fait atteinte. Et en tout cas, il y a une loi sur l'équité salariale, mais elle n'est pas appliquée. Et quand on parle du salaire minimum, là, il y a au-delà de 57% qui sont des femmes qui vivent avec un salaire minimum. Là. Donc, c'est une grande proportion de personnes. Et il y a même encore des reculs qui sont assez récents. On fait référence à l'austérité du gouvernement libéral, la privatisation qu'on suppose là, des services de garde. C'est encore les femmes qui vont payer, là. Oui. Les droits des femmes là sont constamment menacés, je vous dirais. Là, même si on a acquis plusieurs choses avec les années, regardez encore les services de garde, toutes les coupures qu'il y a eu du gouvernement. Là, quand on considère que c'est les femmes qui ont le moins gros salaire, donc s'ils doivent payer des frais de garde exponentiels, il y aura un choix à faire familial et ce sera certainement pas l'homme qui va rester à la maison, mais plutôt la femme.
Donc, c'est comme un retour en arrière, là. Dans les dames qui seront honorées, je voyais, Josée Leblanc, qui est une femme d'affaires, Lorraine Richard, qui est une femme politique. Sur la Côte-Nord, on a des femmes fortes, on a des femmes qui se mettent dans des positions de décisionnelles, de pouvoir. Est-ce que la Côte-Nord, on peut dire que de ce côté-là, on projette une belle image ailleurs au Québec de femmes fortes et de femmes qui sont capables d'avancer? Effectivement, on se considère chanceuse d'avoir ces femmes de tête, mais c'est pas juste des femmes de tête, c'est des femmes aussi de cœur. Fait que tu sais, quand on peut joindre ce qu'on fait, mais qu'on le fait aussi avec cœur, ben tout y est pour avoir une recette gagnante. Même le maire Régent Paulier soulignait hier à la séance régulière du conseil qu'on a la parité au conseil municipal parmi, on dit pas ça des échevins aujourd'hui, non, des conseillères, mais il y a 4 femmes, 4 hommes à la table du conseil à Sept-Îles, et de plus en plus en politique municipale, on en voit. À Port-Cartier, c'est une mairesse, il y a beaucoup de femmes aussi. Donc à Sept-Îles, Port-Cartier, les femmes s'impliquent quand même, entre autres en politique. Oui. Puis, mais il existe encore beaucoup d'endroits où il y a peu de femmes là, dans les milieux décisionnels, malheureusement. Mais on tend toujours à avoir une parité, c'est ce qu'on recherche, puis on encourage les femmes à s'impliquer, puis c'est là la nécessité de toujours le souligner, je pense, par le biais du 8 mars, le rappeler. De ne pas l'oublier. Exact. Ouais. Il n'y a pas de secteur gagné d'avance non plus, là. Je pense au syndicat, par exemple, à la CSN, parmi les dirigeants, il y a probablement plus de gars que de filles encore, hein? Oui, malheureusement. Les métallos, c'est pareil, puis bien d'autres syndicats, hein? On parle de droits que nous avons acquis, tu sais, c'est pas encore des acquis. Parce que, tu sais, quand on doit constamment lutter, constamment être aux aguets, à l'afflux de ce qui se passe, c'est justement doublement plus important de célébrer le 8 mars et de dire, nous, les femmes, nous, ce qu'on veut, c'est une société de changement, tu sais. Moi, je me réfère souvent, de plus en plus, c'est ainsi, à Madame Simone de Beauvoir. N'oubliez pas qu'il suffira qu'une seule crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Est-ce que, une seule crise politique qu'elle disait, avec, on a beaucoup critiqué l'arrivée de M. Donald Trump aux États-Unis avec beaucoup de, des scandales là, de mots, de termes qu'il a utilisés envers les femmes, autant durant la campagne, durant des présentations que dans des vidéos qui ont été diffusées. Est-ce que on sent là, que ça affecte un peu le climat ou que ça permet à certains hommes de plus critiquer publiquement la femme? Ben, on n'est même pas obligé d'aller aux États-Unis. Je veux dire, même au Canada, récemment, le droit à l'avortement a été remis en question. Ouais. Donc, c'est sûr que des courants de pensée comme celui de M. Trump, c'est loin d'aider la cause des femmes, on s'entend. Ouais. Mais j'ai l'impression que sur le terrain, dans les relations entre les hommes et les femmes, là, entre autres, dans la solitude du foyer, Mylène qui travaille à la Maison des femmes de Sept-Îles, vos statistiques le démontrent, finalement, ça s'améliore pas tant que ça. Il y a malheureusement encore trop de couples où il y a l'homme et le dominant, puis la fille et la dominée, hein? Exactement. Tu sais, la violence conjugale, c'est vraiment la femme. Tu sais, 83% des statistiques démontrent encore aujourd'hui que ce sont les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Puis on a souvent tendance à associer violence à des coups physiques, mais il y a de la violence verbale, de la violence psychologique. Quand je parle du dominant puis de la dominée, là, c'est pas toujours à coups de poing puis de claques à gueule non plus, hein? Non, mais la violence psychologique et la violence verbale, c'est elle qui fait le plus mal. Puis ça, faut jamais non plus minimiser l'ampleur de cette violence-là. Puis sur la Côte-Nord, on peut dire que on fait piètre figure en matière de violence conjugale. Oui. Et puis moi, en tout cas, je l'ai déjà mentionné, mais ma génération particulièrement, le mouvement féministe dans les années 70 nous a brassé un peu la cage, puis nous a transformés aussi. Avez-vous l'impression que la jeune génération, c'est encore à faire, à recommencer ce brassage un peu là, de remettre un peu les gars à leur place des fois? Faut faire ça finalement encore aujourd'hui avec les jeunes? C'est d'accord, en retour aux valeurs aussi. C'est important de ne pas s'écarter de nos valeurs. Qu'est-ce qu'on prône, nous? Comment embarquer aussi cette jeunesse-là? Parce que le mot féministe fait peur, en quelque sorte, aux jeunes d'aujourd'hui. Même aussi pour certaines personnes beaucoup plus âgées, ça leur fait peur. Tout de suite, ils se branchent une barrière par rapport à ce nom-là, tu sais.
Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à gens faire. d'ailleurs qui sont féministes puis ils ne savent pas qu'ils sont féministes là. C'est une bonne chose. Oui. OK, ils s'associent pas aux féministes parce qu'on a l'impression que c'est un mouvement, justement, qui vient des années 70, mais souvent, ils connaissent même pas la vraie définition de c'est quoi le féministe en tant que tel. T'sais, ce qu'on tente vraiment, c'est au niveau de l'égalité dès le départ. Fait qu'aussitôt moindrement qu'on veut, qu'on recherche l'égalité entre les hommes et les femmes, tu es avant tout une féministe. En tout cas, c'est toujours intéressant et pertinent d'en parler. D'ailleurs, le 8 mars, c'est mercredi prochain. L'égalité sans limite, c'est le thème cette année de la Journée internationale des femmes. Ici, donc, c'est un 5 à 8 à la maison Alouette au Moxie. Dans le gymnase, il y a de la place en masse. Est-ce qu'il faut se procurer des billets d'avance? On est mieux de réserver? Oui, c'est important d'aller chercher son billet. C'est un billet au coût de 10 $ en vente au Centre Femmes aux 80. Ça, c'est au Moxie. Oui. Au Moxie, oui. Et vous pouvez aussi vous procurer des billets pour le tirage pour la botte de l'espoir au coût de 5 $. Les fonds amassés vont être remis à la Fédération des femmes du Québec. Donc, on a organisé un tirage et Madame Leblanc a accepté de nous donner une paire de bottes gracieusement. Donc, tous les profits du tirage seront remis à la Fédération des femmes du Québec qui est en grande difficulté financière. C'est même une question de survie là, pour la Fédération des femmes du Québec. En même temps, ça va être un peu festif, hein? C'est un 5 à 8. On va grignoter, on va prendre une bière ensemble, puis on va rendre hommage à des femmes de notre région là qui se démarquent par leur implication dans toutes sortes de domaines. Eh bien, Mylène, Chantal Côté de la CSN Côte-Nord et Mylène Bertrand de la Maison des femmes de cette île. Un gros merci pour votre passage en direct à Côte-Nord Attitude. Ben, merci. Je voulais juste simplement nommer que pour le buffet, c'est des gens au Délices de Sébastien qui l'offrent, oui. Qui nous offrent une partie, mais on assume une bonne partie aussi des coûts, mais on a eu un très bon prix pour le buffet pour 170 personnes. C'est souligné. 5 à 8, mercredi prochain, le 8 mars, et les billets sont disponibles à l'organisme Femmes aux 80. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attitude. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? N'importe quoi, je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. From this moment, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. De Nashville à la Côte-Nord. Bonjour, ici Jean-Roch Comédie. Ici Julie Darèche. Bonjour, ici Ronald Poirier, le cowboy des îles. Ici Patrick Normand. Bonjour, ici Herman Blais. Ici David Darèche. C'est un rendez-vous 94 ans, ce samedi 17h. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Deux autres femmes avec nous en studio, Tommy, cette fois pour nous parler d'économie et surtout du gala qui s'en vient, hein, le gala des entreprises de cette île. Ce sera la 27e édition. La Chambre de commerce le prépare, mais je pense que Développement économique cette île est pas loin dans l'organisation de ça. Pour nous en parler, Dominique Girard de la Chambre de commerce et Nancy Méthode de Développement économique cette île. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Comme ça, il y a un nouveau directeur là à la Chambre de commerce. Je l'ai croisé ce matin. Oui, effectivement. Je l'ai croisé ce matin en allant à la conférence de presse à la CNESST, mais il n'est pas encore à votre emploi. Ça fait qu'il pouvait pas venir nous jaser de son mandat ce midi. Je savais bien que tu allais m'en parler, mais effectivement... tu vas avoir un nouveau boss, Dominique. Oui, je vais avoir un nouveau patron. Je suis très enthousiaste par rapport à sa nomination. Effectivement, il rentre en poste à partir du 13 mars. Donc, c'est pas comme si tu le connaissais pas, là. On s'entend que vous êtes croisés à quelques reprises. C'est ça. Ouais. Il était à développement économique cette semaine. On va en profiter. Et la transition n'a pas été trop longue. Finalement, Émilie Paquette, ça fait pas tellement longtemps qu'elle est partie. Vous êtes en virée de bord assez vite, quand même. Oui, je m'attendais que ça soit un peu plus long que ça, mais effectivement, quand on a des candidats de qualité qui sont au rendez-vous,
Le conseil d'administration a fait un travail rapide et bien fait dans le dossier. Le gala des entreprises à cette île, il va s'appeler les Météores 2017. Ça s'organise à la fin du mois d'avril, mais c'est le temps de préparer son dossier de candidature pour les gens d'affaires de la région. Effectivement, on a lancé par communiqué le 22 février dernier l'appel de candidature. Donc, on a 12 catégories. Il y a 5 prix coup de cœur aussi. On a essayé, je pourrais peut-être passer le mot tout à l'heure à Nancy, qui est Nancy Méthode, et sa collègue Sarah Beaupré de Développement économique Sept-Îles, qui ont travaillé, qui sont responsables du comité candidature et jury. Ce que j'aimerais mentionner, c'est que souvent les gens, les entrepreneurs pensent que c'est juste pour les membres de la Chambre. Alors que non, c'est pour tous les entrepreneurs de cette île, travailleurs autonomes, économie sociale, petites, moyennes entreprises, dans différents secteurs d'activité. Donc, bienvenue à tous pour poser vos candidatures. On s'entend que ça serait une bonne porte d'entrée pour des gens qui sont pas membres de dire, en même temps que me proposer ma candidature, je pourrais peut-être rentrer dans la chambre de commerce en plus. Effectivement. Puis en étant, moi, c'est moi qui m'en charge de recevoir les dossiers puis tout ça. Donc, c'est sûr que je suis disponible pour donner l'information. La force d'une chambre de commerce, c'est son nombre et sa diversité. Plus les gens d'affaires y figurent, plus on a une représentation forte et solide au niveau économique de notre région. Donc, c'est sûr qu'il y a un incitatif là-dedans, mais c'est ouvert aux membres et non-membres. Et là, tu as parlé de 12 catégories, plus des prix coup de cœur. Ça veut dire qu'il va se donner quoi? 17 je sais pas, comment est-ce qu'on les appelle? Des météores. Des météores. Première édition qu'on travaille sur cette thématique-là. On voulait se renouveler un peu. Puis, c'est quoi, on a fait un petit trophée qui a de l'air d'un météoroïde? Le trophée n'est pas encore fait. Je veux pas trop dire d'affaires. On arrive avec peut-être quelque chose de très spécial au niveau des trophées. Mais je veux pas donner de scoop tout de suite. Là, on est à pied d'œuvre. Les météores, dans le fond, ça vient d'une idée de valoriser. Le gala, c'est pour valoriser les réussites et les succès d'ici. Puis un météore, tel une étoile filante ou une comète, ça monte puis ça nous éblouit. De sa vitesse, puis de sa vitesse de croisière, puis ça brille dans le ciel. Puis c'est un peu cette analogie-là qu'on voulait prendre là, pour célébrer nos entrepreneurs. 17 prix pour l'année 2016, parce que c'est le gala 2017, c'est donc pour l'année 2016. Ça n'a pas été la meilleure année économique à cette île, là. Vous avez pas peur de manquer de candidats? Non, j'ai pas peur de manquer de candidats parce que, au contraire, malgré les difficultés économiques, ce que ça amène à travers ça, c'est que ça amène les entrepreneurs à innover. Beaucoup à revoir leurs pratiques, puis ils ont l'occasion là de se faire valoir autrement que seulement par le chiffre d'affaires. Oui. Il y a beaucoup les gens sont en grand mode là, innovation. Puis j'ai l'impression que ça va se faire sentir dans les dossiers de candidature. Oui, parce que c'est ça, finalement, quand on performe en 2016, c'est peut-être 2 fois plus méritant que de performer quand le prix du fer est à 140 piastres US la livre. J'ai déjà des membres qui nous l'ont dit. On échange dans différentes occasions avec nos membres. Ils disaient, mon Dieu, je performais, j'avais un beau chiffre d'affaires en 2013, mais si j'avais eu telle ou telle pratique, j'aurais fait encore plus de sous, ça aurait été encore plus rentable. Fait que les gens prennent conscience c'est sûr que c'est pas facile, mais ça vient faire prendre conscience là à quel point c'est important de revoir ses pratiques d'affaires, son marketing. Donc c'est ce que vous constatez sur le terrain finalement là, c'est que les gens profitent des années plus difficiles pour revoir leur façon de faire, puis après ça ils vont arriver dans les années plus prospères, puis ça va mieux marcher, on va être capable de passer tout le temps à travers les creux de cycle finalement. Effectivement, on parle tout le temps de diversification économique, mais diversification excusez, ça va jusque dans les pratiques là, des entreprises, revoir, valoriser leur chaîne d'approvisionnement, etc. Là. Tu peux innover au niveau de tes ressources humaines, tu peux innover dans plein de domaines.
Fait que nos entrepreneurs sont vraiment à valoriser tout ça. Là, on le remarque beaucoup là, depuis la dernière année et demie. Là. Mm-hmm. Et ça prend quelle forme, la diversification? Il y a des entreprises qui ouvrent leur horizon à toutes sortes de choses, toutes sortes de services. C'est ce qu'on cherche là dans les candidatures à venir? C'est pas l'objectif des candidatures. Si on parle de diversification, je pense que mes collègues de développement économique dans le pourraient fond, encore plus en parler. Au niveau des critères, des catégories qui ont été mis, on a essayé d'innover à ce niveau-là, d'y aller avec ce qui se passait présentement dans nos entreprises, comme on parle de la relève. T'sais, on s'entend qu'on est beaucoup, on s'en va vers ça, là, donc on a besoin de relève, donc ça fait partie d'une catégorie. Pratique d'affaires innovantes également. T'sais, on est allé vraiment vers pendant l'année 2016, là, les entreprises, ils ont travaillé là-dessus, donc faut les faire ressortir à ce niveau-là. Puis s'ils l'ont pas fait, ben justement, peut-être que ces catégories-là vont dire garde, c'est vrai que là, il est peut-être temps. Puis on est toujours là pour les supporter. Bon. Là, les 460 membres de la Chambre de commerce, puis peut-être même les autres entreprises de cette île qui sont pas nécessairement membres, là, tu parlais de travailleurs autonomes, tout ça, ils ont reçu un document qui explique toutes les opportunités finalement pour eux avant le gala. Là. En fait, les membres, naturellement, ont reçu toutes le dossier. Par contre, c'est ceux qui sont pas membres, bon là, ils ont pas reçu nécessairement le formulaire. Plus le procurer, Oui, c'est ça. Je les invite à communiquer avec la Chambre. Moi, c'est Dominique Girard, 88-968-3488. Poste 2, ou si vous voulez aller consulter sur notre site web au cccetil.com, il y a un onglet uniquement pour le gala. Vous avez tous les critères, vous avez la date butoir. On a jusqu'au 20 mars pour poser la candidature. Et puis, en consultant ça, si vous avez des questions, si c'est pas clair, vous avez besoin de précision, vous nous appelez puis on vous accompagne là-dedans. On n'a pas tout le temps quelqu'un attitré à la paperasse dans une entreprise. Est-ce que c'est compliqué, vos affaires, non? Non. Ça fait, même, c'est ça, là, ça fait beaucoup de formulaires. Auparavant, il y en avait un, mais là, c'est qu'il y a un formulaire par catégorie. Ça fait que ça nous aide à faire plus le tri, là, puis à préciser vraiment. Tu peux pas te tromper là, quand tu suis les questions là, pour bien faire valoir ta candidature. On s'entend que c'est moins compliqué que remplir son rapport d'impôt. Là, oui. Ouais, on commence à avoir reçu tous les papiers. Là. Je pense qu'on va aller voir un spécialiste avec ça. Ouais. Et puis, c'est bien marqué dans l'invitation que vous avez envoyée la semaine dernière. Ça va être une soirée gala festive pour célébrer les bons coups du milieu des affaires, des PME et des entreprises de cette île. On fait ça à la salle Jean-Marc Dion le 29 avril prochain. Oui, première collaboration à ce niveau-là. On a bien hâte. On vient rebrasser encore une fois la formule. Ça sera pas souper comme d'habitude, 3 services, mais vraiment, on s'en va dans un mode gala, un peu comme la disque où on a un accueil, la soirée. Assurez-vous que vos enveloppes sont bien préparées pour pas faire comme en fin de semaine. Pas déclarer des faux gagnants. C'est ça. Faites attention à ça. Ah ouais, ça arrive juste dans un gros événement comme les Oscars. C'est ça pourrait nous arriver. Eh bien, mesdames, je vous remercie beaucoup. Dominique Girard de la Chambre de commerce de Sept-Îles et Nancy Méthode de développement économique Sept-Îles. Merci beaucoup pour votre présence à Côte-Nord Attitude ce midi. Et sur ce, on se prépare à recevoir, on va parler à Madame Docteur. Oui, Gabrielle Gagnon qui est oncologue du côté de Rimouski. Côte-Nord. Attitude. Aïe aïe, Sophie, t'as des paparazzis qui te suivent. Ben oui, toi. Madame, vous êtes radieuse. Quel est votre secret? Ouais, je suis ta meilleure amie. Tu me croiras jamais. Dis-le donc. Je me suis offert des soins du visage, un lifting sans chirurgie, j'ai peaufiné ma silhouette, je me suis réinscrite au gym et je me suis fait faire une coiffure de star. Seigneur, ça a dû te coûter un bras? Ben non, regarde, j'ai encore mes 2 bras grâce à la boutique Attraction. T'as plein d'offres à 50% du prix partout à travers le Québec. Toutes les femmes en rêvent et moi, j'en fais une réalité. Boutiqueattraction.com. 100% plaisir pour 50% du prix. Côte-Nord. Attitude.
Pure FM 94.1. D'autres inquiétudes, Tommy, concernant le même projet Optilab du ministre Gaétan Barrette. Cette fois, les inquiétudes qui concernent les personnes atteintes de cancer sur la Côte-Nord viennent de Rimouski. Exactement, donc ça sort un petit peu là, de notre Côte-Nord habituelle et on va rejoindre par téléphone Madame Gabrielle Gagnon, docteur Gabrielle Gagnon, qui est oncologue du côté de Rimouski. Bonjour, docteur Gagnon. Bonjour. Premièrement, là, pourquoi la raison de votre sortie publique? En fait, c'était pour rassurer nos patients surtout et les aviser qu'on se déplacerait plus. C'est ça l'important, puis mettre au jour certaines conséquences du projet Optilab. Parce que dans le fond, pour expliquer un petit peu plus, vous aviez des patients, principalement du côté de Bécomo. Est-ce que vous en aviez du côté de cette île? Non, on ne couvrait pas cette île, bien qu'on ait offert à quelques reprises de se déplacer, mais depuis 25 ans, on avait un partenariat avec la communauté de pratique en oncologie à cette île. Donc, on y allait aux 3 semaines. 3 à 4 jours, voire 30 à 35 patients par jour. Du côté de Bécomo? Oui. Et là, les services là, seront déplacés du côté de Chicoutimi, autant les rendez-vous, les consultations que les pratiques laboratoires, donc les analyses laboratoires. Et là, c'est le lien entre le médecin et son patient là, qui vous affecte le plus. Oui, parce que étant donné que pour traiter un patient atteint de cancer, il faut absolument être toute une équipe autour. Donc, à Bécomo, il y avait bien les omnipraticiens qui supervisaient la chimiothérapie. Il y a nous qui y allions de façon sporadique à toutes les 3 semaines. Mais il y a aussi les pathologistes qui sont importants, les spécialistes de laboratoire en hématologie aussi. Et ça se transfère vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis 1 an, on vit les conséquences du fait que personne ne se sente responsable de la pathologie. Là, vous avez des chirurgiennes qui sont sorties à cette île pour en parler, mais c'est la même chose pour les patients atteints de cancer. Étant donné que personne n'était responsable de la pathologie, puis il n'y avait pas d'équipe stable, mais on était toujours en train de courir après les résultats, puis on n'avait pas d'interlocuteurs. Là, les interlocuteurs vont être au Saguenay, étant donné qu'il y a déjà une équipe d'hémato-oncologues qui est sur place à Saguenay. Mais c'est normal, étant donné que la clinique va de pair avec les laboratoires pour traiter au mieux nos patients, que ce soit cette équipe-là qui prenne en charge la population. C'est sûr que ça nous fait énormément de peine, parce que j'expliquais que c'est un peu comme donner son bébé en adoption. Là, nous, nos patients, on les aime, puis même si on sait que les futurs patients, les futurs parents, ils sont bons, sont professionnels, puis ils vont faire de leur mieux, on demeure inquiet, et on espère que cette population-là n'aura pas besoin de se déplacer, parce que jusqu'à tout récemment, en fait, les traitements étaient tous donnés à Bécomo et supervisés par nous à distance, en fait. Y a-t-il quand même une crainte, parce que là, Chicoutimi devient très gros, c'est déjà un bon bassin de population, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, si on rajoute pour Optilab puis pour les gens atteints de cancer, la Côte-Nord, ça devient moins bien proportionné, là. Des fois, quand c'est gros, c'est plus problématique, plus dur à gérer. Nous, on peut juste souhaiter qu'on les a rencontrés, là, on leur a parlé à l'équipe du Saguenay, puis on peut juste souhaiter qu'ils vont conserver le modèle qu'on a mis sur place, c'est-à-dire que ça va être eux qui vont se déplacer, non pas faire déplacer les patients, mais c'est pas moi qui va décider à la fin. Là. Vous aviez même proposé des solutions là, pour en venir à une cancure moins drastique? En fait, compte étant donné que le projet Optilab, c'est un projet qui est censé s'échelonner sur les 5 prochaines années avant la complétion complète. Là. Nous, on avait proposé que la grappe soit rapatriée vers Rimouski, donc que ce soit nous qui gérions les laboratoires et non pas que les analyses s'en viennent. Hein, c'est une distinction à faire. Donc, que la grappe soit rapatriée vers chez nous pendant 2 ans, le temps que le Saguenay s'organise, puis soit en mesure de bâtir une équipe solide pour prendre en charge les patients et les laboratoires. Et ça a été refusé. Est-ce qu'au moins il y a eu certaines discussions, certaines négociations? Ça a été complètement... Aucune? Dans les dernières semaines, les derniers mois, on entendait beaucoup les syndicats là, s'insurger contre le projet Optilab. Bon, on comprend les syndicats, c'est beaucoup de la politique. Depuis peu, on commence à entendre de plus en plus d'équipes de médecins, des médecins spécialistes se regrouper pour mentionner que le projet Optilab a vraiment des lacunes. Est-ce que là, on commence vraiment à voir des spécialistes, des médecins et s'affirmer, mais que le gouvernement ne bouge toujours pas de votre côté, là, quel est votre pouvoir de faire changer les choses présentement? Le projet Optilab, c'est pas tout mauvais. Le fait de regrouper en grappes, ça va permettre d'uniformiser les pratiques. Ok, nous, on le faisait déjà avec les laboratoires dont on était responsable. On était responsable de la moitié des laboratoires du Bas-Saint-Laurent, puis une partie de la Gaspésie, puis tous ceux de la Gaspésie. Donc, ça permet d'uniformiser les pratiques. Ça, c'est positif. Ce qu'il y a de moins positif, c'est de vouloir faire voyager les échantillons à tout prix, alors que l'expertise est sur place, puis que il n'y a pas d'évidence fantasmagorique là, de gains monétaires aux cliniques à faire voyager les échantillons. C'est là-dessus qu'on en a un peu, mais
présentement, il y a des comités qui s'installent, puis on espère qu'à l'interne, il y a des choses qui vont changer puisqu'on va pouvoir démontrer qu'il n'y a pas de gain. Là. Vous parlez qu'il n'y a pas nécessairement d'un gros gain, ou du moins à courte échéance. Est-ce que l'humain, le côté humain doit primer à ce moment-là sur le côté économique? En fait, ce qui doit primer au laboratoire, là, c'est la qualité du test et le délai analytique. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'avoir le test au moment opportun pour que ça ait une incidence sur le traitement de mon patient. Si je vous fais un test de grippe, puis je l'ai une semaine plus tard, une fois que vous êtes guéri, ça ne m'aura pas rien donné. Donc, c'est là-dessus qu'il faut vraiment se concentrer. Puis quand on regarde la qualité, dans la plupart des laboratoires, la qualité y est. Puis je peux vous dire qu'en hématologie, c'est nous qui le supervisons depuis 25 ans. Les tests sont de qualité et les délais analytiques ils sont excellents. Donc, de fait de faire voyager l'échantillon, ça peut mettre en péril le délai analytique. Ouais. Et outre ça, dans un monde idéal, Dr Gagnon, là, ce serait toujours des services de proximité que les gens quand t'es atteint du cancer, à un moment donné, il y a du stress qui se rajoute à ça. On veut être proche de sa famille. Là. La formule avec Rimouski, si j'ai bien compris, c'est des médecins qui s'en venaient chez nous sur la Côte-Nord. Nos gens avaient moins à se déplacer, là. Tout à fait. Puis déjà, il y en a certains qui ont à se déplacer parce qu'ils viennent de Forestville. Donc, oui, nous, ça fait partie de nos valeurs de groupe. On est 8 Moi, me déplacer à Rimouski ou à Chicoutimi, c'est pas mieux un que l'autre, là. J'aimerais mieux rester chez nous. Non, mais c'est pour ça. Nous, si on avait la grappe, on continuerait à aller fournir les services à Bécomo, là. C'est pas, on garde le même principe. Puis ce principe-là existe depuis 25 ans. Je pense que les patients sont contents. Nous, on est heureux de rendre service. Puis on a exporté ce même modèle-là, puis on fait de la clinique à Chandler, à Gaspé, à Maria, puis à Rivière-du-Loup, là. C'est pas un modèle qu'on aurait changé si la grappe et la communauté de pratique étaient restées avec nous. Moi, j'ai besoin de parler aux pathologistes, là. Puis présentement, depuis un an, j'ai pas d'interlocuteur. Donc, c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de ce fameux projet Optilab. On voit qu'il y a plusieurs secteurs là dans le réseau de la santé qui commencent à relever là, certaines problématiques de ces changements. On aura une annonce d'investissement du côté de l'hôpital de Sept-Îles demain avec le ministre Arcan. J'imagine que le projet Optilab viendra dans les questions des médias à la fin de l'exercice. Donc, docteur Gabriel Gagnon, oncologue du côté de Rimouski. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Et Tommy, ça complète notre émission Côte-Nord Attitude de ce mardi. Comme tu disais, le ministre Pierre Arcan donne 2 conférences de presse dans les prochaines heures. Là, une cet après-midi au musée de la Côte-Nord, une demain matin à l'hôpital de Sept-Îles. Alors certainement que ce sera un des sujets demain midi à notre émission d'actualité et d'affaires publiques. Du côté de Cogeco, Tommy, on a des choses en préparation intéressantes cette semaine? Ben, c'est justement là les visites du ministre Arcan et on va revenir là-dessus à connecter. Ben voilà. Au revoir tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée.